La condamnation. Récit d'une cavale. Série Histoire vraie. On a tendance à penser que le problème c'est le protagoniste, alors que souvent, ce sont ceux qui l'entourent. Prologue. Qui se cache derrière les SDF que l'on croise dans nos villes? Qui sont ces hommes et ces femmes qui ont fait ou pas le choix d'habiter la rue, de côtoyer la misère humaine la plus totale? Nos croyances nous poussent souvent à penser que ce sont soit des alcooliques, soit des drogués, soit des malades mentaux, soit des tirs au flanc qui n'ont pas su s'adapter à la société, voire même des criminels qui cherchent à se fondre dans la masse et se griment en clochards pour provoquer le rejet, l'indifférence et passer ainsi inaperçus. Mon expérience m'a démontré que derrière ces personnes se cache surtout et souvent la misère, la tragédie ou l'injustice, et parfois même les trois. J'ai souvent croisé des jeunes qui, par manque d'amour, n'ont pas reçu la confiance nécessaire pour pouvoir s'en sortir, et ils finissaient très vite par se marginaliser. J'en ai aussi connu certains et certaines qui souffraient de légers troubles mentaux. Pas suffisamment dangereux pour être internés dans une institution qui les soigne, et pas suffisamment stables pour construire une vie. Ce sont souvent les plus vulnérables, et paradoxalement les plus abandonnés. Mais on peut aussi croiser des délinquants, voire des assassins en cavale. Voilà pourquoi il est toujours judicieux dans un premier temps de se méfier et d'apprendre à connaître la personne que nous avons en face, avant d'entreprendre un quelconque acte de générosité qui irait au-delà d'une simple offrande nécessaire à leur survie. Pour une raison que j'ignore, j'ai la faculté de voir la personne plutôt que l'image qu'elle veut transmettre, et cela m'a permis de gagner la confiance de certains d'entre eux et de les connaître, car ils ne se sentent ni jugés ni rejetés. J'ai pour ma part vécu malgré moi l'expérience de la rue pendant plusieurs semaines. Cette expérience m'a fait prendre conscience en partie de la dureté du monde dans lequel on vit et surtout d'assimiler que cela peut arriver à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Une simple situation traumatisante, une mauvaise décision peut, à tout moment, chambouler notre vie et nous pousser peu à peu à nous abandonner et à nous retrouver dans une situation si précaire qu'il ne reste que la rue. Dans la plupart des cas, sans l'aide d'autrui, il devient presque impossible de s'en sortir. La descente aux enfers commence et l'habit de la misère devient une seconde peau alors difficile à enlever. Voilà pourquoi beaucoup de ceux qui vivent cette expérience finissent par sombrer dans l'alcool ou dans la folie. Noyés dans l'oubli, peu à peu leur image passée meurt avec eux. Mais parfois, le destin en a décidé autrement et certains savent saisir l'opportunité d'une seconde chance et ils s'en sortent. C'est l'histoire que je vais vous raconter dans ce récit. Celle d'un ancien SDF qui, à la suite d'une grosse erreur de jeunesse, a connu la rue pendant 16 ans. Voici l'histoire de Michel qui est devenu mon ami. Premier chapitre. Retour au bercail. Ça y est, c'est la fin. Je suis foutu, marmonnait Michel entre ses lèvres. « T'inquiète, ça va passer », lui rétorquai-je. Plus nous nous rapprochions de la frontière, plus Michel était blême. Le visage fermé, pendant de longues minutes, il ne pipait mot. Ce n'était pas dans ses habitudes. Avais-je eu raison de l'entraîner avec moi? Il est vrai qu'il risquait gros, et moi par la même occasion. Certainement quelques années de prison. Mais bon, les siennes lui pendaient au nez depuis si longtemps, depuis 16 ans très exactement. Le temps de sa cavale. Voilà près de 2 décennies qu'il se fondait dans la masse. À mal vivre, tel un paria, sans un sou, à la rue, utilisé par tous. Le personnage de SDF qu'il avait créé de toutes pièces faisait désormais partie de lui. C'était sa deuxième peau, son masque. Bien qu'atténué, l'angoisse ne l'avait jamais vraiment quitté, son haleine le trahissait. Toujours sur ses gardes, il se méfiait de tout et de tous. La moindre anomalie l'interpellait, le moindre mouvement brusque le faisait sursauter. Malgré son méfait, en ce qui me concerne, il avait fait sa condamnation, il se l'était infligée. Certes,
Il n'avait pas passé toutes ces années dans une sordide cellule pour deux, logée par 6, à Fresnes ou à la Santé, mais il avait malgré tout purgé une triple peine, en grande partie dans un vieux fourgon au pied d'une HLM, coupé de tout lien familiaux, de toute chaleur humaine, de tout confort, de toute hygiène. Constamment utilisé par les uns, par les autres, qui sous prétexte de se donner bonne conscience, lui faisaient croire qu'il l'aidait, alors qu'en réalité, il ne faisait que de profiter de sa misérable situation. Lui, oui, il pouvait revendiquer avoir connu les bas-fonds de la misère humaine. Et qui plus est, il avait déjà probablement purgé sa peine, près de 8 fois. Au pire, il aurait pris 5 ans et il serait sorti au bout de 2 ans et demi. Oui, on est d'accord, il avait commis une grosse erreur de jeunesse, mais jusqu'à quand devait-il payer? Toute sa vie? Tout ça pour une mauvaise décision d'un jour. Pour avoir suivi 2 pauvres types, il s'est vu sacrifier ses 20 plus belles années. Sans pouvoir construire ni projeter, à devoir vivre au jour le jour, caché comme un pestiféré. Son cas m'avait touché et son vrai visage qu'il finissait par me dévoiler me plaisait. J'étais donc disposé à l'aider en lui donnant ce que je pouvais, et si cela devait impliquer, pendant quelques mois, que je l'épaule afin qu'il ait l'opportunité de sortir de la spirale infernale dans laquelle il était tombé, alors j'étais satisfait. Cette dernière année, sa situation venait d'empirer, due au confinement que le monde vivait. Tous les jadis charognards s'étaient révélés. Il l'avait abandonné, mis de côté. Lui, qui pendant si longtemps s'était plié en 4 au quotidien, à toutes leurs exigences, tous leurs caprices, tous leurs chantages pour un petit billet, une douche, un sandwich, un bol de soupe ou un paquet de clopes. C'était à se demander de quel côté logeait la misère. C'était maintenant ou jamais. Sa situation ne pouvait empirer. Si à ce moment précis, il n'était pas disposé à rompre le cycle, jamais il ne le serait. Je dois avouer que jusqu'à la dernière minute, je ne croyais pas vraiment qu'il allait avoir le courage de faire le grand saut. Voilà 2 semaines que je plaisantais avec lui en lui disant que j'allais le ramener en France, que les conneries, c'était fini. Je ne me faisais pas beaucoup d'illusions, sa forte négation alimentée par ses peurs avait réussi à le couper de toutes ses origines pendant près de 2 décennies. Mais malgré tout, j'avais un tout petit espoir. Voilà 2 ans que je le côtoyais. Peu à peu, j'avais réussi à gagner sa confiance, à l'apprivoiser. Alors que j'arrivais au point de rendez-vous, au loin, je l'apercevais. Je remarquais aussitôt qu'il n'avait qu'un petit sac à dos et même pas bourré. Avait-il fait marche arrière? Peut-être était-il juste là pour me dire qu'il avait renoncé. Bien que la situation était excitante, elle comportait tout de même certains risques. Être hébergé chez moi en France, à une adresse fixe, au pays de ceux qui voulaient l'incarcérer, était osé. Le plan était qu'il puisse, pendant un certain temps, travailler et vivre à mes côtés pour peu à peu récupérer sa dignité, reprendre son identité et reconnecter avec son passé. Je devais l'épauler tout en assumant moi-même le risque d'être inculpé pour complicité d'évasion, ce qui était passible de 3 ans de prison. Mais pour une raison que j'ignore, j'étais convaincu au fond de moi que tout allait bien se passer. L'idée qu'il avait renoncé traversait rapidement mon esprit, mais elle s'estompait aussi vite qu'elle apparaissait dès qu'il sauta dans mon véhicule. « Et tes affaires ?» lui demandai-je. « Ben, elles sont là. »« C'est tout ce que tu as ?»« Ouais, on m'a volé le reste hier, je suis sûr que c'est le mec que je laisse dormir dans le fourgon. Cette nuit, il a disparu, et comme il sait que je me barre, il en a profité. Mais bon, je m'en fous, c'est la vie. Voilà bien là le comble de la misère, les miséreux qui se dépouillent entre eux. » Michel ne paraissait pas très affecté, mais il semblait plutôt inquiet quant à sa destination. J'essayais un tant soit peu de le rassurer. « Bravo, tu as fait le grand saut, t'inquiète, ça va passer. »« Ouais, ça va passer, » me marmonnait-il pas très convaincu. Lui qui jurait que jamais il ne retournerait en France, voilà qu'il était maintenant assis à mes côtés à quelques heures de son pays d'origine, de son passé. Je n'en croyais pas mes yeux. Allait-il me demander de m'arrêter d'une manière suspecte à 100 mètres de la frontière, voire même sauter du véhicule pour s'échapper à nouveau aux pieds et à la barbe des gendarmes? Afin de lui éviter une quelconque tentative d'évasion qui n'aurait fait que repousser l'échéance et empirer sa situation, je l'incitais naïvement à dormir.
Évidemment, prétendre qu'il pouvait s'abandonner aux bras de Morphée, à cet instant précis, était une ineptie. Plus nous nous rapprochions de la France, plus il pâlissait et plus son discours changeait. « C'est la merde, l'Espagne !» lançait-il, comme pour se rassurer dans sa décision. « Alors, tu es content ?»« Ouais, ils vont me foutre en tôle. »« Mais non, tu vas voir, et puis t'inquiète, j'irai plaider en ta faveur. Ta peine, tu viens de la faire, je te l'ai dit. » Résigné, Michel s'en remettait au destin. Pour ma part, je me disais que quoi qu'il arrive, quel que soit le dénouement, il allait dans tous les cas récupérer sa vie, son identité, renouer avec sa famille. Affronter ses peurs, ses doutes, son passé était sans nul doute la meilleure décision à prendre. Casser le cycle infernal qui le baladait au pays de nulle part. Les 2 heures qui nous séparaient de la frontière passaient à vitesse grand V, et maintenant, seulement une dizaine de véhicules nous séparaient des douaniers qui étaient postés juste après le premier péage français. Maintenant livide, au bord de l'évanouissement, il restait religieusement silencieux. Les dés étaient jetés, il n'y avait plus de marche arrière possible, nous étions désormais à 100 mètres de sa libération ou de son incarcération.